Allez, je vous partage mon écran. On va passer assez vite sur le début. Je sais pas si je vais pouvoir rester 2 heures, mais bon, on va essayer de voir. Donc, comme d'hab, le fameux crypto bubble. Pas de grosses nouveautés, hein. Il y a 2-3 projets qui ont pumpé, mais bon, globalement, bien dans le rouge sur la semaine. C'est pareil, hein, quelques projets qui ont augmenté, mais bien dans le rouge sur le mois. Exactement la même chose. Sur l'année, toujours les mêmes projets, hein, qui ont tiré leur épingle du jeu, mais voilà, ça reste quand même l'hécatombe, hein, sur la plupart des alts jusqu'à maintenant, et c'est ce qu'on vous répète depuis des mois, voire des années, hein. Tant que, dominance du bitcoin élevée, tant que l'Ether performe pas, on peut pas s'attendre à avoir une augmentation durable de la part des alts. On peut avoir quelques soubresauts, quelques augmentations par-ci par-là, mais voilà, force est de constater que jusqu'à maintenant, c'est pas là où il y a eu les meilleures performances, et que, jusqu'à présent, il aurait mieux fallu avoir du BTC. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens, qui sont full alt, commencent à devenir Bitcoin maxi, et on verra, hein, cette mentalité qui commence à développer, on verra. Dès qu'il y aura la fameuse alt season, s'il y en a une évidemment, on verra bien, mais la plupart de ces gens après, diront: «Allez, il y a eu l'alt season», et après ils vont retomber dans les travers inverses, et pour beaucoup d'entre eux, vont refaire les mêmes conneries, c'est-à-dire être sous-exposés à du BTC, sous-exposés potentiellement à des grosses cryptos, full alt à 100, et puis, bah, rebelote, hein. Parce que finalement, ce qu'on observe là, avec une certaine force de la part du BTC, on l'a observé à chaque cycle. Là, simplement, ce qui est un peu différent, c'est que ça a vraiment duré avec le temps. C'est-à-dire que les alts, au lieu de capituler assez tôt dans le cycle, bah, ils ont capitulé, bah, ils sont en train toujours de capituler, là, jusqu'à maintenant. Et puis, bah, au lieu que ce soit rapide, comme ce qu'on a eu par le passé, bah, là, c'est une mort lente et douloureuse. Et c'est là où c'est compliqué. Il y a beaucoup d'alts qui sont encore en bear market depuis plus de 4 ans et demi maintenant. Donc, oui, évidemment que ça peine pour beaucoup, beaucoup de personnes. Mais voilà, on reste toujours, enfin moi en tout cas, je reste toujours extrêmement optimiste. On est préparé par rapport à ce qui arrive. On en parle beaucoup sur la partie accompagnement. Là, je vais vous éclairer sur un certain nombre de sujets. Mais évidemment, voilà, il faut avoir sa stratégie, il faut savoir les projets sur lesquels accumuler, parce que quand le train va quitter la station, ça risque d'être très rapide, et ça va couper l'herbe sous le pied de tous ceux qui ne se seront pas préparés à tout ça, qui attendront tout un tas de confirmations avant de rentrer. Vous allez voir, comme ce qu'il y avait eu sur mars 2024, comme ce qu'il y a eu à chaque fois qu'on a un vrai shift au niveau des alts, la plupart des gens se retrouvent un petit peu démunis, et vont commencer après à poster des commentaires en disant: est-ce que c'est le bon moment pour rentrer? C'est quand qu'il va y avoir un pullback? Enfin voilà, si vous attendiez un énième pullback pour rentrer alors que les alts sont déjà à 95-97% en dessous de leur ATH pour beaucoup, beaucoup d'entre eux, euh, voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire. Simplement, faut pas acheter n'importe quoi, faut savoir quoi faire. Réagir toujours par anticipation. C'est pas faute de l'avoir dit. Maintenant, vous êtes prévenus. Au niveau du BTC et de l'Ether, on voit que les inflows, il y a quelques sorties pour le Bitcoin, mais globalement, malgré les incertitudes qu'on voit sur le marché, malgré ce que vous entendez à droite à gauche, bah, force est de constater qu'on est toujours en accumulation et qu'on est à l'ATH en termes de Bitcoin détenus par les ETF, d'accord, principalement chez BlackRock. Et au niveau des Ethers, bah, c'est exactement la même chose, hein. Voilà, hein. Il y a eu quelques petites sorties, 2 millions de sorties le 13 juin, mais voilà, on est toujours en accumulation, presque 4 milliards en total d'accumulation. Là, si ça veut bien charger, pas le graphique, si voilà. On est en ATH, pareil. 4 milliards de net inflow sur la partie Ether, sans compter tout ce qui est accumulé de la part des grosses boîtes. Ça aussi, j'en parle depuis des semaines et des mois, et vous allez voir qu'il y a clairement des très très gros qui accumulent en ce moment. Simplement, en fait, là, le gros décalage qu'on voit par rapport à avant, par rapport au niveau d'accumulation, c'est que c'est quand même assez fou pour ceux qui ont connu les cycles d'avant. C'est-à-dire que quand on avait un Bitcoin, un ATH, et puis un Ether à peu près à ces niveaux, enfin, il y avait quand même un certain nombre de retail. Alors, dans les retail, on se place dedans, hein, moi, vous, tous ceux qui regardent la chaîne, y compris évidemment. Mais je pense que c'est important de se poser les bonnes questions et de se dire, a priori, c'est quand même bizarre quand on regarde les requêtes sur Google sur acheter du Bitcoin, acheter de l'Ether, machin. En fait, on se rend compte, et puis même quand on regarde au niveau on-chain, les retails sont pas là. Enfin, dire, les volumes sont pas là, la demande n'est pas là pour les particuliers, etc. Et donc, en fait, on a vraiment l'impression, et moi, c'est ce que j'observe, hein, au niveau des datas que j'analyse et que j'étudie, c'est vraiment des gros qui profitent des périodes comme ça pour en accumuler le maximum et faire le moins de vagues, le moins de bruit possible. Mais que ce soit des baleines qui existent depuis 2016, 2017, 2018,
et continue toujours d'accumuler. Et après, il y a les nouvelles baleines de ce cycle, donc en l'occurrence les instituts et surtout les entreprises et des gros particuliers aussi qui sont là et qui investissent énormément d'argent pour certains d'entre eux. Mais voilà, en gros, on observe vraiment un shift par rapport au cycle d'avant. Là où avant, il y avait quand même très peu d'institutionnels et puis très peu d'entreprises dedans. Enfin, on avait eu Tesla, SpaceX et puis toujours Michael Saylor. Mais là, vraiment, ça se démultiplie. Et pour autant, il y a très peu d'impact sur le prix. Simplement, bah, quand il y aura plus d'offres disponibles, parce qu'à un moment donné, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Quand ça va changer, quand le mindset va shifter et la psychologie au niveau du marché va shifter, parce qu'à un moment donné, ça va shifter. Comme dans tous les cycles, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y a des périodes de basse où tout le monde se dit c'est bon, c'est pas intéressant, etc. Puis à un moment donné, ça repart à la hausse. Et quand ça repart à la hausse, si à un moment donné, vous avez une supply et une offre disponible qui est nettement plus faible, bah, évidemment qu'on a un cocktail explosif pour partir vers des plus hauts sommets, quoi. Et bien plus vite, bien plus rapidement que ce à quoi beaucoup de personnes pourraient potentiellement s'attendre. Et c'est là où il faut se protéger parce que on a l'impression, quand on est en crypto, que quand ça augmente, ça va toujours augmenter jusqu'au ciel et quand ça baisse, ça va toujours descendre plus bas jusqu'aux abysses. Sauf que bah, ça ne sera jamais le cas. Hein. Les arbres ne poussent jamais jusqu'au ciel et puis l'inverse est également vrai. Et quand ça shift, en général, ça shift très fort. Et là où beaucoup de gens en fait ont du mal à faire la part des choses, c'est justement à cause des syndromes post-traumatiques qu'on a eu depuis un certain nombre de temps maintenant par rapport aux événements passés. Hein. C'est justement ce qui est évoqué aussi dans cet article-là. Euh, on a vraiment des syndromes de stress post-traumatique parce que quand on a été habitué à voir un marché qui n'arrête pas de baisser depuis 4 ans et demi, et on a eu plein de faux espoirs, c'est-à-dire un marché qui commence un petit peu à augmenter, puis après, hop, on va rechercher un all-time low, puis après, ça augmente un peu, donc ça redonne de l'espoir, puis après, ça va rechercher un all-time low. Bah, évidemment que le cerveau, il s'habitue à ça et ça va devenir notre nouvelle normalité. Simplement, bah, comme à chaque fois, c'est sous forme de cycle. On a quelques différences. D'accord. Là, ce cycle, il n'est pas tout à fait équivalent à ce qu'on a connu sur le cycle de 2021, de 2017, etc. Même s'il y a quand même certaines similarités, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais voilà, il ne faut pas non plus tomber dans ce travers-là en se disant les altcoins ont sous-performé jusqu'à maintenant, donc ils vont continuer de le faire, ou le Bitcoin a surperformé jusqu'à maintenant, il va continuer de le faire sur le cycle. Jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas, c'est-à-dire que le Bitcoin surperforme pendant un certain temps et ensuite, on a des vagues successives jusqu'à arriver à la shitcoinerie maximale où là, il y a tout qui pump, mais de manière exacerbée, avec évidemment la plupart des coins qui ne sont pas du tout aussi liquides qu'il ne le faudrait pour que tout le monde puisse récupérer ses plus-values. Donc, ne confondez pas plus-value latente et véritable plus-value. Hein. Je pense que on vous a suffisamment bassiné avec ça. Votre stratégie de sortie doit être prête, tout doit être prêt. Vous devez anticiper ce qui doit se passer. Voilà. Nous, sur l'accompagnement, ça fait à peu près 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi maintenant qu'on se prépare avec ce qui arrive. Donc, autant vous dire qu'on est prêt. Si aujourd'hui, vous ne savez pas, vous avez de l'argent de côté, vous attendez pour rentrer, vous avez peur pour votre sortie de position aussi, parce que peut-être que votre stratégie de sortie n'est pas bonne non plus. Vous savez pas les projets que vous avez en portefeuille, vous les maîtrisez pas, vous n'êtes pas capable de faire une veille de marché, vous n'êtes pas capable de suivre ce qui se passe réellement. Je sais qu'il y en a beaucoup, malgré ceux qui arrivent à suivre un petit peu ce qui se passe, vont rester sur le carreau parce que c'est la majorité qui sont en crypto malheureusement qui restent sur le carreau. Donc, il y a peut-être un intérêt pour vous aussi de ne pas foirer ce qui arrive. Ça serait trop bête d'en être arrivé jusque-là et de foirer sur la dernière ligne droite sur les prochains mois, prochaines semaines. Parce que moi, je pense que ce qui va arriver va être intéressant par la suite. Mais comme à chaque fois, il va falloir un peu se sortir les doigts pour pas mal de gens, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent. Voilà. On verra un peu ce qui va se passer, on va voir et tout, machin. Et on le sait, hein, tous ceux qui anticipent pas, qui sont toujours en train de réagir, qui sont toujours en train de se dire non, mais je vais attendre de revenir quand ça va être le cas, vous verrez. Vous verrez qu'il y en a beaucoup qui vont rester sur le carreau. Et on l'a vu. Hein. Vous vous souvenez de 2024? Tous ceux qui étaient sur des plus-values super importantes, sur les agents IA, les mêmes coins, la nouvelle méta, les nouveaux trucs, ils sont où aujourd'hui, ces gens-là? Ils sont où? Les plus-values qu'ils avaient, le life-changing gains, tous ces trucs-là, il n'y en a plus. Parce qu'au final, il y a une vraie différence entre la prise de profit et les plus-values latentes que vous allez avoir sur votre portefeuille. Vous penserez toujours que ça va aller plus haut, sauf qu'à un moment donné, il va falloir valider des plus-values. Et tant que ce n'est pas le cas, c'est compliqué. Et c'est là le plus difficile. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut suivre le marché, à la fois, il faut rentrer sur des bons projets, il faut recharger correctement avant tout le monde. Hein, c'est du player versus player. Quel est votre avantage concurrentiel par rapport à beaucoup de gens? Posez-vous les bonnes questions. Voilà.
Il reste, je pense, pas énormément de temps avant de pouvoir vous mettre à jour sur la partie bull run qui arrive. Donc, si ça vous intéresse, vous avez toujours le programme d'accompagnement dans la description de la vidéo. Donc, ne tombez pas dans le travers sur la partie PTSD. Je sais que c'est le cas pour beaucoup, beaucoup de gens. C'est compliqué, c'est difficile, c'est OK, c'est normal. Mais voilà, quand ça shift rapidement. Souvenez-vous, en février, mars 2024, quand ça a shifté d'un coup, tout le monde est passé bullish, mais en un claquement de doigts. Là, en ce moment, on est vraiment pessimiste de la muerte parce que forcément, on a, d'un point de vue macro, tout un tas de signes qui nous font dire: «Tiens, est-ce qu'on va partir en troisième guerre mondiale? Le conflit, Israël et puis, Iran, jusqu'où ça va aller? Est-ce que les États-Unis vont partir en guerre? Est-ce que la Chine la et puis la Russie aussi vont partir en guerre?» Donc là, on a un narratif comme ça qui commence à arriver. Mais voilà, force est de constater que, bah, ça n'empêche pas les gros, d'accumuler et que justement dans des périodes d'incertitude comme ça, ils n'ont jamais autant accumulé que jusqu'à maintenant. Et que quand il y aura plus ces incertitudes-là, hein, quand on n'aura plus tous ces questionnements et que d'un point de vue macro, ça commencera à s'éclaircir, parce qu'à un moment donné, ça va s'éclaircir. Il n'y a aucun cycle où on est resté baissier dans toute l'histoire de l'humanité. Enfin, je veux dire, il y avait un moment donné où ça va repartir. Et quand ça repart, bah, plus ça a été bas pendant longtemps, plus on. Imaginez-vous que c'est comme une cocotte minute, quoi. Vraiment, vous faites monter la pression à mort, à mort, à mort, à mort. Et puis au bout d'un moment, bah, quand ça pète, ça pète. Et quand ça pète, ça pète très vite, ça pète très vite, très fort. Et là, je pense qu'on est sur une période charnière où ça peut le faire assez rapidement.